Alors moi je suis Adeline, Adeline. je suis infirmière en arrêt depuis vous savez quand. Parce que vous n'avez pas voulu vous faire injecter. Non mais déjà, déjà de toute façon, alors je suis pas encore suspendue mais honnêtement là je pense que dans un mois je vais l'être. Ouais. Mais l'obligation il y a toujours l'obligation vaccinale. Les gens l'oublient, mais il y a toujours des pompiers qui sont suspendus, des militaires d'ailleurs aussi. Ah non, mais je pense qu'on est aussi nombreux ici à savoir que les suspendus sont toujours suspendus. Ouais, ici, surtout sur ton réseau, ils savent tous quoi. Bon. Mais il y en a aussi là des collègues qui se sont fait la première, la deuxième, la troisième injection, mais qui n'ont pas envie de faire la quatrième en fait. Donc ils vont se retrouver au même statut que nous. Donc il y en a qui vont soit s'arrêter, soit carrément être suspendus comme nous ou démissionner. Alors effectivement ça rentre pas dans les chiffres des suspendus, mais vous constatez tous bien que c'est de pire en pire à l'hôpital, partout. On n'a plus de soignants en ville, c'est compliqué. On trouve plus d'orthophonistes, etc. Enfin bon, bref. Donc du coup... C'est de pire en pire même pour tous les Français, parce que indirectement... là maintenant, c'est... En fait, tous les combats peuvent se réunir. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris qu'on est tous ensemble dans la même galère, dans le même pays, on partage tous le même bistrot, le même boulanger, le même fleuriste, oui. Donc à un moment donné, effectivement, ça va être compliqué pour tout le monde. Ouais. Ça va être compliqué pour tout le monde. Pour les médecins, il n'y a pas que l'hôpital, les médecins qui ont manifesté il y a 2 jours. Oui. Mais pourquoi là, les médecins au départ, ça fait ça fait... Effectivement, les médecins, ça faisait 2 mois ou 3 mois qu'ils avaient parlé déjà, puis même avant. Oui. Mais là, qu'ils avaient parlé de leurs revendications. Mais au départ, dans leurs revendications, il n'y avait pas comment on appelle ça, l'histoire du salaire. Oui. Au départ, c'était des revendications, les généralistes, où en fait, ils voulaient avoir moins d'administratifs. Et comme ils disaient, ça coûte 0 impôt aux Français. Oui. C'est juste une organisation qui change. Donc, en fait, avoir moins d'administratifs pour pouvoir avoir le temps un peu plus avec les patients et surtout en avoir plus parce qu'il y a tellement de déserts que voilà. C'est pour ça qu'ils cherchent un médecin. Oui. Si c'était que les médecins. Mais c'est tout, c'est kinés, orthophonistes, les spécialistes, gynéco, sage-femme. Même quoi. Tous. Même moi, les psychiatres, tout. Donc c'est la galère. Bon. Après, une fois qu'on a fait le constat, on se dit quoi ? On se dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou en fait, d'où vient le problème ? Est-ce que c'est le numerus clausus ? Non, comme disent les médecins, c'est pas le problème, les numerus clausus, parce que ils ont augmenté effectivement le numerus clausus, mais de toute façon, il y en a 70% qui abandonnent. Pourquoi ils abandonnent ? Parce que quand ils sont internes, numerus clausus, c'est le... comme une plaque pour les taxis, c'est un numéro, enfin c'est... en fait, c'est le nombre de gens acceptés lors du concours de médecine. En France, en fait, vous avez un concours à passer pour entrer dans l'école de médecine. Et puis maintenant, en plus, ils ont fait un tronçon commun depuis un certain temps avec les chirurgiens dentistes, avec parfois les kinés aussi et tout ça. Donc il y a tout le monde qui est ensemble au départ. Oui. Et au bout de la 2e année, ils passent le concours. Et là, le concours, il y a tout le monde, tous ceux qui veulent passer tout ça. Et le concours, après, s'ils le ratent, ils ont le droit de le passer une 2e fois, après qu'on finit. Ouais. Et par contre, dans ceux qui réussissent, lors de leurs études, lors du début des études, ils sont en externat, à l'hôpital, etc. Et là, ils se rendent compte de la réalité du terrain. Et comme pour les écoles d'infirmières, c'est pareil, parce que je suis infirmière, je ne sais pas si je l'ai dit. Et comme pour les écoles d'infirmières, il y en a plein qui abandonnent en cours de route parce que ils sont pas prêts à ça. Oui. Ils sont pas prêts à ça. C'est ça, la réalité du terrain, elle est hyper violente. Administratif déjà, plein de choses. C'est ça, on leur apprend à l'école, oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Sauf que sur la réalité du terrain, t'as pas le matériel, t'as beaucoup plus de patients, donc laver le chariot entre deux, c'est pas toujours évident. Mais on va comprendre aussi que si vous faites des stages, vous pouvez comprendre déjà la réalité du terrain, mais c'est pas forcément dans les premières années alors. C'est pas forcément dans les premières années, mais il y a combien il y a d'internes qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus en fait, et qui marchent aux médicaments, comment on appelle ceux qui donnent de la force là, qui fait marcher le cerveau hyper vite là. Il y en a qui prennent, qui finissent. Comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas un prenez-médoc, j'en prends pas, mais bon. Et faut en prendre que quand il y en a vraiment besoin, il faut. Enfin bref. Et donc du coup,
Du coup, merde, je sais plus ce que je disais. Oui, donc le numerus clausus, effectivement, c'est bien d'augmenter le numerus clausus, mais déjà il aurait fallu le faire depuis avant. Et puis surtout d'arrêter que ceux qui ratent le concours, ils soient éliminés tout de suite, parce qu'il y en a, ils sont pas prêts à ce moment-là parce qu'ils sont jeunes. Ils ont 18, 19, 20 ans. Donc ils sont encore jeunes, ils n'ont pas encore la maturité, tout ça. Mais ils sont peut-être pas prêts à ce moment-là. Mais dans 5 ans, 10 ans, à 30 ans, ils seraient peut-être prêts, après avoir fait d'autres métiers, d'autres choses, de reprendre les études de médecine. Donc pourquoi... voilà, pour moi, c'est des choses comme ça qui sont pas logiques. Donc après, le problème aussi, c'est que tout ce qui est les métiers de soins, d'ailleurs, il est de plus en plus féminisé, tout est de plus en plus féminisé dans les métiers de soins. Parce qu'avant, c'était très patriarcal, les médecins généralistes et tout ça. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes. Et le truc, c'est que quand il y a plus de femmes, c'est qui s'occupe des enfants la majorité du temps, même si ça change beaucoup par rapport à ça, il y a beaucoup plus de partage aujourd'hui. Mais c'est souvent des femmes qui travaillent dans le soin. Et les femmes qui travaillent dans le soin, ok, déjà, elles n'ont pas un super salaire, mais en plus, elles n'ont pas forcément le temps. On demande d'être de plus en plus dispo, de faire des heures sup, etc. Donc elles demandent d'avoir un peu plus de temps pour elles. Aussi. C'est-à-dire que de ne pas tout sacrifier. Moi, j'ai sacrifié toute ma vie plein de choses. Regardez, moi, j'ai 42 ans. J'ai 2 enfants. Je pousse un peu plus par là, pardon. Ouais. Parce que je suis un peu en entre... Donc, 2 enfants, 42 ans. J'ai 42 ans. J'ai 2 enfants, 8 ans et 12 ans. Et toute ma vie, je me suis jamais arrêtée. Ou très rarement pour les enfants s'il y avait un souci, mais je me suis très rarement arrêtée. C'était toujours mon mari qui s'arrêtait pour les enfants parce que je disais mais non, si je suis pas là, il y aura personne pour me remplacer. Les collègues vont être dans la galère. Parce que je voulais pas mettre dans la merde mes collègues ou même mes cadres d'ailleurs. Donc, à l'hôpital, ouais. Parce que moi en plus je travaille en gériatrie, donc du coup en géronto il y a encore moins de monde qui veulent y bosser. Parce que on a beaucoup plus de patients pour moins de... comment dire, on a beaucoup plus de patients. Par exemple, moi j'ai 36 patients, vous voyez. À moi toute seule. Oui, ouais, quand même. Donc, Là, on parle de conditions de travail qui sont dégradées, mais est-ce que pour les formations aussi c'est dégradé? Ah bah oui, parce que comme le problème, c'est qu'en stage, déjà la formation elle a changé. Il y a eu plein de réformes où c'est beaucoup à la faculté maintenant. Et parfois même à distance. Donc du coup, il n'y a plus d'échange entre les élèves et les professeurs. Ah d'accord. Et ça souvent, commence comme ça déjà. Ça commence comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans une petite école. On était 90 dans la promo, c'était bien. Là, maintenant, les collègues, et puis c'est plus... à l'époque, c'était des modules. Donc en fait, on faisait module cardio, module pneumologie, module gériatrie, module cancérologie, etc. Ou infectieux, etc. Donc il y avait une logique, parce qu'on apprenait la pharmacie, qui allait avec la pharmacologie, qui allait avec, par exemple, la cancérologie. On apprenait les soins infirmiers, les pathologies, etc. Mais tout dans le même domaine. Aujourd'hui, maintenant, tout est n'importe comment. Il n'y a plus de logique. En fait, ils ont des acquis à valider, mais ils n'arrivent plus à faire les liens entre les choses, en fait. Parce qu'ils vont faire d'un coup ils vont faire d'un coup de la pharmacologie sur, je sais pas, on va dire sur les antidépresseurs, par exemple. Mais ils seront en train d'apprendre les pathologies de la cardiologie. Donc du coup, tout ça, ça n'a plus de logique. Donc en fait, de toute façon, au niveau de l'enseignement, et pas que au niveau de l'enseignement de la santé, ça devient... on ne demande jamais aux gens qui forment leur avis. Les professeurs à l'école, Oui. eux, ils voient bien que ça part en couille. Ils exécutent, mais ils sentent bien que, voilà. On leur demande pas leur avis. Est-ce que le ministère de la Santé, quand il fait des réformes, il dit on va faire un sondage non. Ou un RIC On parle souvent de l'éducation nationale, on sait que ça s'est écroulé au niveau des études, mais là, ça concerne votre secteur aussi. Toutes les études, même dans le haut niveau. Ouais. Et le problème, c'est que même au niveau des moyens et tout ça, en fait, ce qui embête les gens, c'est de plus pouvoir faire leur métier convenablement. Ouais.
À la base, c'est ça. Parce qu'après, réclamer du salaire un peu plus, bon, si on peut l'avoir, effectivement, on est content de l'avoir parce que on est des métiers de conviction, de valeur, et on est là pour le bien des gens, en fait. Mais il faut d'abord que vous soyez bien pour que les gens soient bien. Puisque les conditions de travail sont là. Bah bien sûr, si on a une soignante qui tire la gueule toute la journée parce qu'elle est fatiguée, elle est épuisée à la maison, les patients vont pas comprendre, même si après c'est les patients ils voient qu'elle est triste, enfin limite elle s'énerve, on comprend pas pourquoi. Et forcément on transmet notre stress, notre mal-être, alors que eux déjà sont dans le mal-être. Donc effectivement, un bon soignant est un soignant qui est comment dire, soigné lui-même entre guillemets. Et qui est bien lui-même, qui est épanoui déjà. Donc nous on ne demande pas la lune, hein. Mais bon, enfin. Après je te tutoie pour ouais, toi, vas-y. ce sont des décisions gouvernementales, politiques depuis des années, et c'est pas par hasard, il y a une direction qui a été prise depuis longtemps déjà. Et bien sûr. De toute façon, là où ça a commencé à complètement vriller, c'est depuis la loi de Bachelot, à l'époque où elle était ministre de la Santé avec Sarko, là. Et où elle a fait la T2A. Donc je sais pas si les gens sont au courant. La T2A, c'est le paiement à l'acte. Et là, effectivement, les hôpitaux, ils ont plus touché beaucoup de sous. Parce que, par exemple, en psychiatrie, on ne fait pas beaucoup de soins techniques, mais par contre, il y a du soin humain. Et ça aussi, ça se quantifie, le soin humain. Le relationnel, tout ça, c'est un acte, c'est une présence, c'est un engagement et c'est même un dévouement. Nous, on se donne. Quand on écoute une personne qui est en souffrance, il faut qu'on soit bien nous-mêmes et il faut qu'on partage du temps. C'est pas un robot qui va nous remplacer ça. Hein. Donc, ça a commencé là. La T2A, ça a foutu dans la merde les hôpitaux. Par contre, les cliniques se sont gavées. En plus, maintenant, ils font les trucs ambulatoires. Donc, ils virent les gens au bout de 2 jours. Donc, ils ont tarifé l'acte. Mais par contre, il n'y a pas trop de frais de séjour. Donc, c'est bien. Donc voilà, ça tourne. Donc, ça c'est me bien. fait penser aussi aux cabinets de conseil. Ce sont les cabinets de conseil qui gèrent l'État maintenant. Ah oui. C'est un moment déjà, ça date pas de Macron. Mais là, le problème, c'est pareil. C'est que c'est nos sous. C'est pas comme si on n'avait pas des fonctionnaires en France. On dit les fonctionnaires, ils foutent que dalle. Mais c'est faux. Les fonctionnaires, ils demandent que ça à travailler en vrai. Bien sûr. Sauf que il y a des hauts fonctionnaires qui sont là pour aider justement le gouvernement à prendre des décisions avec justement les remontées qu'ils ont du terrain, etc. Sauf que en fait, on voit bien qu'on ne fait pas appel à eux et on va gaver des BlackRock et des McKinsey et tout ça. On va les gaver aux frais du contribuable. Pour dire des conneries, surtout, en plus. Et puis, c'est des gens qui sont pas de notre pays, hein. Enfin, oui, effectivement, ils sont installés en France, ils payent pas d'impôts. Mais bon, ça, on s'en fout, hein, comme d'hab. Mais ils sont à l'extérieur, ils dépendent des États-Unis. La Doxa, elle vient des États-Unis. Donc, ces gens-là, en fait, on est comment on dit ? On est parasités au niveau du haut niveau par des gens qui sont pas là pour notre bien, qui sont juste là pour faire du business. Donc voilà. Donc effectivement, et là il y a trop de conflits d'intérêts et tout ça. Ça fait longtemps qu'on est corrompu dans tous les domaines, en fait, de partout. Ce que tu dis là, tes collègues aussi sont au courant ou veulent pas être au courant? Mais même nous, au niveau des... Mais on voit bien qu'il y a des médecins, on voit bien qu'il y a des soignants, ils ont les labos derrière. Ouais. Vous savez qu'il y a des sites pour voir si votre médecin il touche de l'argent du labo. S'il y a des conflits, ça existe, pour voir s'il y a des conflits. Voilà. Payé par donc s'il a 300 € par mois, c'est pas méchant. Mais quand tu as 15 000 € par mois et qu'il te dit « faut prendre tel médicament, faut faire ceci, c'est qu'il y a un problème. » Et il a été payé pour dire ça. Les médecins de plateau, ils n'ont jamais dit leur conflit d'intérêt. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Vous voyez, là, on fait la manifestation des médias. Ouais. Ça, c'est un problème. Dans les médias, on devrait... toutes les personnes qui interviennent sur les plateaux, en particulier les gens qui sont dans la médecine, ils devraient tous dire s'ils ont des conflits d'intérêt ou pas, en fait. Ça devrait être la base. Comme ils font chez Info Covid, où ils disent... moi j'ai pas de conflit et puis vous pouvez aller vérifier, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'indépendance, la liberté en fait.
Mais le problème, c'est que dans les médias mainstream, toutes ces infos-là, on n'a pas, elle est biaisée. Parce qu'on ne nous dit pas, oui, mais celui-là, il travaille pour ça. Quand vous voyez que, comment il s'appelle le médecin qui fait des émissions là, sur la santé, sur la 5, ou je sais plus, sur France Télé. Yes. Maintenant, il fait de la pub pour Doctolib. Non mais... Tu m'as parlé de quel site, quel site où tu peux aller voir pour les conflits ou les liens entre ces médecins qui... alors attends, je vais voir. Parce que je me souviens plus du nom exactement. C'est Flo qui pourrait te dire ça. Florence ? Ouais, Florence, elle pourrait te dire peut-être plus que moi. Parce que je me souviens plus, mais vous tapez sur le moteur de recherche comment trouver conflit d'intérêt du médecin. Et vous trouverez normalement. C'est toujours pareil, soyez autonome. Maintenant, vous avez même les trucs chez vous là qui vous écoutent de partout là. Vous dites Alexa, dis-moi quel médecin est quel est le site qui vérifie les conflits d'intérêt. Et elle va vous le dire. Donc, quitte à avoir une merde à la maison, autant que ça serve. Donc, non, mais bon. En tout cas, moi, honnêtement, je suis plus dans le mode victimisation parce que ça sert à rien. Oui. Je suis plus en mode colère parce que on n'a pas envie de transmettre de la colère, des ondes négatives. Je vois qu'il n'y a pas de colère là. Ouais, c'est cool, tant mieux. Non, moi c'est ce qu'ils aiment mes patients. Enfin les patients de mon service, c'est ce qu'ils aimaient. Quand les personnes âgées me voyaient sourire et tout. Alors moi je prenais du temps avec eux, donc oui je faisais des heures sup. Parce que j'aimais bien parler avec eux. Et quand on a 36 patients où on doit donner des médicaments, tous à 18h30, je ne sais pas comment vous faites pour donner des médicaments à 36 personnes en même temps. Moi, j'ai pas encore de clone hein, et j'en souhaite pas d'ailleurs. Hein, parce que je souhaite du courage à ceux qui, aux clones, à ceux qui croiseront mes clones. Les robots. Non, mais bon, en tout cas, je pense que 2023, c'est une année, honnêtement, moi j'essaie de rester positif, même si je sais qu'on va tous passer par des galères. Mais je pense que 2023, ça va être un peu le réveil un peu du déni de certaines personnes. Et nous qui sommes peut-être un peu plus clairvoyants sur certaines choses, il faut qu'on arrête d'avoir de la rancœur envers les autres qui ne sont pas réveillés. Et il faut qu'on soit prêt à les accueillir. Parce que le jour où ça va tomber, il va y avoir des suicides terribles, ça va être terrible pour ceux qui vont se rendre compte de la manipulation, de la merde dans laquelle on est, etc. Ça va être violent pour eux. Donc ces jours-là, il faudra qu'on soit là pour les accueillir et qu'on ne soit pas dans la malveillance à leur dire « Ouais, tu vois, je t'avais dit, si tu m'avais écouté, machin. » Et faut qu'on prenne sur nous et qu'on dise « Ok, t'inquiète, on est là. On va se soutenir ensemble, on va être solidaires et puis on va trouver des solutions ensemble. Parce que moi, si on a perdu la liberté, si on a perdu l'égalité, la fraternité, on l'aura toujours. Et on sait que dans la galère, effectivement, il y a parfois le chaos, mais derrière, il y a toujours quelque chose qui se reconstruit. Et un abcès, il faut que ça pète. Quand ça pète, ça fait mal. Quand ça éclate, je veux dire. Quand je dis ça pète... je parle plutôt du côté psychologique, parce que c'est la violence psychologique. C'est ça qui est surtout dur. Donc, ça fait mal, on fait le constat, et après, on se reconstruit tous ensemble. Et il ne faut pas qu'on ait peur, on a tous le pouvoir créatif de faire des choses. Donc, on sait tous ce qu'on veut, et on a tous plus ou moins les mêmes valeurs. On sait qu'on veut tous pouvoir se faire soigner comme on veut, avoir une instruction qui est correcte, avoir un avenir, pouvoir se dire qu'on est dans un monde où on va pouvoir respirer librement ou qui ne sera pas pollué comme de la merde partout. Mais c'est juste à nous, putain, c'est nous qui avons le pouvoir de ne pas polluer en fait. C'est nous qui avons le pouvoir d'instruire correctement nos enfants. J'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que c'est normal qu'un médecin récupère des médicaments prescrits par un autre médecin d'un patient? Alors je comprends pas. C'est un médecin qui récupère des médicaments qui ont déjà été prescrits d'un patient. Ça veut dire que c'est le patient qui lui donne les médicaments? On a déjà parlé Comment c'est possible? On a déjà parlé de ça, de quelqu'un qui est venu chez une personne, un médecin, et qui a récupéré les médicaments qui ont déjà été prescrits pour s'en servir. Ah bon? Non, ça c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Changer de médecin. Je te remercie en tout cas. En tout cas, je sais que tu es là depuis le début. Tu vois, moi au départ j'étais gilet jaune. Ouais, c'est toujours. Hein.
Toujours oui, bah d'ailleurs, d'habitude je mets ma blouse blanche, mais je la retrouve plus. C'est peut-être un signe. Ah oui. C'est peut-être un signe que c'est fini pour moi, être soignante. Mais en tout cas, moi j'étais là en tant que secouriste au tout début des manifs Gilets jaunes. Ouais. Je ne m'intégrais pas à la manif, mais j'étais en soutien et pour les blessés. Et puis après, dans mon quartier, là où il y avait le petit rond-point, j'allais discuter avec les gens de chez moi. Et il y avait un retraité, ça lui a sauvé la vie le rond-point. Ça lui a sauvé la vie. Ouais, parce qu'en fait, tu retrouves des gens. Et en plus, ce qui est génial, ce qui a été génial dans ce mouvement, mais comme tout mouvement, il y a des choses qui vont changer. Je veux dire, maintenant, mettre le gilet, c'est bien pour montrer qu'on est encore là, mais on est tous là et il n'y a pas de... Il ne faut pas qu'on soit d'un parti, d'un truc, d'un machin. Non, on s'en fout, voilà. Et ça, c'est le but qu'ils veulent, nous diviser. Donc on s'en fout d'où on vient, mais ce qui est important, c'est où on va. Il y a des points de convergence. Il y a aussi le souhait d'arrêter de laisser la France s'écrouler. C'est ça, parce qu'on vit tous la même chose. On vit tous la même chose, on passe tous un jour à l'hôpital, on a tous des enfants qui vont à l'école, on a tous un boulanger, on a tous... voilà, à un moment donné, donc on peut tous se retrouver. Merci. Donc, bon courage à tous. Oui. Et quand vous êtes vraiment très triste, dites-vous qu'il y a toujours de l'espoir. Ok? Merci. Allez. À bientôt, au revoir. merci à toi. Merci, de rien.